Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat consacré aujourd'hui à l'emploi. Comment endiguer le chômage, améliorer l'efficacité des formations, mieux soutenir les entreprises. Voilà les thèmes que nous aborderons avec nos invités. Ils sont 6 sur le plateau, 3 hommes et 3 femmes. Avant de les entendre, on va retrouver Michel Gaillard. La caravane passive de BX1 s'est arrêtée près de la gare du Midi. Aujourd'hui, c'est là qu'il a été à la rencontre des Bruxellois pour leur demander s'ils avaient un tuyau à donner pour trouver un job. Nous avons passé la journée à interroger les Bruxellois pour leur demander quels conseils ils donneraient à quelqu'un qui cherche un emploi. Le premier qui revient, maîtriser les langues, avoir des diplômes, mais surtout avoir des contacts, des pistons ou un réseau, dirait-on pudiquement, selon un homme en costume cravate. Bref, pour décrocher un travail, les habitants de la capitale comptent sur eux-mêmes plutôt que sur des structures comme Actiris. La garantie jeune est apparemment inconnue, en tout cas de ceux que nous avons interrogés. Voilà, la garantie jeune inconnue, voilà qui va lancer le débat. C'est un tirage au sort, comme d'habitude, qui détermine la première prise de parole. Et c'est vous, Fadila Lahanan, qui avez tiré le numéro 1. Alors, c'est garantie jeune qui offre aux personnes de moins de 30 ans un emploi, un stage, une formation dans les 6 mois qui suivent leur inscription. Visiblement, elle n'est pas assez connue. Quand on lit votre programme, vous indiquez qu'elle a fait toutes ces preuves et donc vous proposez, et c'est déjà fait au niveau d'Actiris, de l'étendre à tous. Est-ce que c'est possible ça ? Oui, je pense que c'est vraiment possible et on l'a vu, cette garantie jeune, elle a permis vraiment de diminuer le taux de chômage. Vous savez que nous en sommes au 71e mois de diminution du taux de chômage des jeunes et c'est vrai que la garantie jeunesse a été un des outils pour permettre aux jeunes de leur donner une chance de se réinsérer dans l'emploi. Mais je pense qu'il faudra encore continuer, on l'a dit. Dans notre programme, nous souhaitons avoir une garantie emploi qui offrirait à tout demandeur d'emploi dans les 12 mois de son inscription à Actiris, soit un stage, soit une formation, soit un emploi, parce qu'il est important aussi de veiller à donner de l'espoir aussi aux personnes qui sont plus âgées. Maintenant, il y a un autre domaine qui attire mon attention et qui attire l'attention du Parti socialiste, ce sont les NEET. Vous savez, ce sont ces jeunes, il y en a à peu près 18 000 dans la région bruxelloise, donc qui ils ne sont dans aucun circuit, ni à l'école, ni à l'emploi, ni en formation. Alors, il y en a qui voyagent, ils ont beaucoup de chance, il y a quelques milliers qui voyagent, qui prennent des années sabbatiques et donc ils sortent des champs de radar de notre région. Mais pour la plupart, ce sont en fait des jeunes qui sont en décrochage scolaire et en décrochage administratif complet. Et là aussi, il faut absolument renforcer notre politique. Actiris a d'ailleurs lancé une initiative avec le soutien de l'Europe en mettant en place des accompagnements individuels avec des associations qui vont aller chercher ces jeunes là où ils sont pour les réinsérer. Alors il ne s'agit qu'une d'une première prise de parole, donc je vous invite à ne pas être trop long dans cette première prise de parole pour ne pas épuiser tout le temps qui vous sera donné. Vincent De Wolf, bonsoir, vous êtes deuxième de liste MR. Finalement un grand satisfecit du PS en matière de garantie jeune. Est-ce que vous partagez cet optimisme ou pas ? Alors, tout d'abord, il faut dire que la garantie jeune n'est pas une initiative du gouvernement bruxellois. C'est quelque chose qui vient de l'Europe et qui est cofinancé par l'Europe. Donc, la mettre en œuvre, c'était quand même la moindre des choses. Ne pas le faire eût été tout simplement scandaleux. Est-ce que ça a aidé ? Oui. Moi, je dis aussi que toute la politique du gouvernement fédéral a évidemment aidé à de la création de l'emploi, mais le bilan n'est pas favorable. Si ça va mieux que par le passé et si effectivement il y a moins de chômeurs, ma collègue en a parlé, il reste les NEET, c'est une formule atroce, je dirais, de vocabulaire. Ce sont les jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. Et on a quand même des milliers de jeunes qui sont dans ce cas-là à Bruxelles. Et c'est grave. Parce que si on compare le taux de chômage à Bruxelles, j'ai le chiffre ici, on est à 23,5%, 6,2% en Flandre et 15,8% en Wallonie. On ne peut pas dire que le résultat, on doit en être fier. Et donc, proposer un stage, c'est bien. En arriver à l'emploi, c'est mieux. Et il y a un gros problème de formation. Je peux retenir ce que j'ai à dire, si vous voulez, tout à l'heure, oui, pour la formation. Mais c'est important de pouvoir en parler parce qu'il y a un déficit de formation. Je termine simplement en disant que ce sont aujourd'hui les nafteurs qui viennent prendre
Flandre, depuis la Wallonie ou la Flandre, les emplois qui sont créés à Bruxelles et malheureusement pas nos jeunes qui sont au chômage à Bruxelles. Alors Cécile Jedogne, bonsoir, vous êtes 3e sur la liste Défi, c'est donc Défi qui avait le ministère de l'Emploi ici en région bruxelloise. Quand vous entendez Vincent De Wolf qui compare les taux de chômage avec les 2 autres régions et sa conclusion est de dire le bilan n'est pas favorable, votre réponse par rapport à ça ? Alors, le volume d'emploi, donc le nombre de personnes occupées, actives ayant un emploi a fortement augmenté à Bruxelles, plus que dans les 2 autres régions. Donc la progression de la population active à Bruxelles était de 7,1% contre 3,4% au niveau belge, ce qui montre donc qu'il y a depuis 2014. C'est le premier tour de parole, donc je vous demanderai de ne pas interrompre. 2014. Donc on a une forte augmentation du volume d'emploi et du taux d'emploi qui a augmenté aussi, il est passé au-dessus des 57%. Alors même que la population bruxelloise a fortement augmenté. Et donc par rapport à la Wallonie et à la Flandre, nous avons une forte augmentation de l'emploi, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Alors oui, la garantie jeune, c'est effectivement une mesure qui vient de l'Europe. Elle a été particulièrement bien activée à Bruxelles. C'est important. Je voudrais contredire par contre ce qui a été dit. Il y a 10 000 personnes employées venant de Flandre ou de Wallonie en moins qui rentrent à Bruxelles qu'il y a quelques années. Donc, et par contre, on a 10 000 personnes qui sortent de Bruxelles pour aller trouver un emploi. Alors Magali Plovy, bonsoir, vous êtes 6e de liste écolo. J'ai bien regardé votre programme, j'ai pas trouvé de point spécifique sur le développement, le maintien de la garantie jeune, mais on vous a connu, en tout cas peut-être pas vous, mais d'autres membres d'écolo, plutôt critiques sur ce qu'offrait cette garantie. Est-ce que vous voulez la remettre en cause aujourd'hui ? En tout cas, ce que l'on souhaite, c'est clairement de reprendre toutes ces aides à l'emploi et tout, la garantie jeune, il y a aussi le contrat d'insertion. Donc il y a un certain nombre de mesures avec des budgets quand même assez importants et qui n'ont jamais été évalués. Et donc on veut voir à qui ça profite, comment ça se passe dans la durée, quelle est la qualité de l'emploi. Et est-ce qu'il y a des concurrences entre ceux qu'on va mettre peut-être en stage pendant 6 mois par rapport à quelqu'un qui aurait peut-être pu avoir le travail sur le long terme. Donc il ne faut pas mettre les gens après en concurrence. Ça, on trouve que c'est problématique. Et donc, je pense que les interlocuteurs sociaux sont aussi demandeurs, c'est d'avoir enfin une vision claire et une évaluation de la situation pour qu'on puisse réajuster et voir vraiment si sur le long terme et en termes de qualité, ces aides sont intéressantes. Maintenant, je pense qu'on doit aussi s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays où il y a des choses intéressantes en termes notamment de territoire zéro chômage, où justement on travaille d'une manière assez intéressante, où on prend les compétences, le savoir-faire des personnes et on respecte ce savoir-faire et on essaie alors de voir les besoins dans la région ou dans un territoire pour pouvoir justement, avec ce respect-là et du temps, de pouvoir répondre aux besoins et en même temps respecter les gens. Je pense que c'est important. Ouais, Rachid Azaoum, bonsoir. Vous êtes 5e de la liste CDH et donc le CDH qui fait partie de la majorité. Vous avez entendu un écolo qui dit est-ce qu'il n'y a pas une concurrence finalement entre ce que propose la garantie jeune et d'autres personnes qui n'en bénéficieraient pas. Que pensez-vous de cette affirmation ? Alors, par rapport évidemment au bilan de ce gouvernement, effectivement le chômage a très bien diminué, notamment le chômage des jeunes. Mais il faut quand même nuancer ce résultat, c'est qu'aujourd'hui à Bruxelles, selon les dernières statistiques de l'Institut bruxellois, aujourd'hui, jusque 2017, donc je n'ai pas encore les statistiques de la dernière année, le nombre de créations d'emplois n'a pas augmenté. Donc on a diminué le taux de chômage effectivement, mais la création d'emplois n'a pas vraiment augmenté. Alors évidemment, il y a différents facteurs à ce niveau-là qui peuvent intervenir. C'est que d'une part, nous avons des Bruxellois qui bénéficient aussi de la mobilité régionale, qui vont travailler dans d'autres régions. Et aussi, on a aussi moins de nafteurs qui viennent de l'extérieur de Bruxelles qui travaillent ici. Et alors il y a un autre phénomène qui est dû aussi à la politique, je pense, fédérale, qui est aussi le nombre d'exclusions. Oui, mais sur ma question, que la concurrence que pourrait induire cette garantie jeune d'un public par rapport à un autre. Je ne pense pas parce que nos jeunes aussi, on leur donne la chance de pouvoir intégrer le monde de l'entreprise, le monde professionnel. Et le fait de pouvoir accéder directement via un contrat de stage est une très bonne chose pour eux plutôt que de les laisser
comme demandeurs d'emploi, le fait de pouvoir directement les mettre en entreprise, ça leur permet d'avoir leur première expérience professionnelle. Alors, évidemment, les formations et l'éducation, ce sont des enjeux majeurs. Et parfois, apprendre le métier aussi dans l'entreprise, via la garantie jeune, via ce stage, c'est une façon aussi de leur permettre d'accéder directement à l'activité professionnelle. Alors, Francis Dagrin, bonsoir. Vous êtes 3e sur la liste PTB. J'ai l'impression qu'au PTB, cette garantie jeune, vous avez énormément de critiques par rapport à ce dispositif. Effectivement. Avant de parler de la garantie jeune, je voudrais expliquer aux téléspectateurs que je suis issu du monde du travail. Je suis un des 200 syndicalistes qui sont présents sur les listes du PTB. L'objectif est de porter la voix des travailleurs dans les parlements. Okay. Donc, et pour répondre à ma question maintenant. Voilà, pour répondre à la question. Parce que Rachid Azaoum est un chef d'entreprise, c'est pas un politique professionnel, mais donc voilà, comme ça les choses sont claires. La réponse à ma question maintenant. Donc, par rapport à la garantie jeune, tout d'abord, à Bruxelles, la situation du chômage, et surtout du chômage des jeunes, est dramatique. Dans certains quartiers, il y a toujours, malgré une diminution, et je vais revenir après là-dessus, il y a toujours, dans certains quartiers, 50% des jeunes qui sont au chômage. C'est dramatique. Il faut prendre des mesures pour créer de l'emploi. Le problème de tous ces stages, garantie jeune, impulsion pour la Wallonie, le problème est le suivant. C'est que souvent, ces jeunes prennent l'emploi de CDI qui, normalement, ferait le boulot. Donc, on voit, par exemple, beaucoup de garanties jeunes sont dans le secteur du nettoyage, sont dans le secteur de la distribution, n'ont pas une formation phénoménale. Et qu'est-ce qui stimule un employeur à embaucher un jeune? C'est parce que, dans certains cas, jusqu'à 75% du salaire est remboursé. Effectivement, par les fonds européens, mais les fonds européens sont payés par ceux qui payent les impôts en Europe. Donc c'est surtout un cadeau pour les employeurs, la garantie jeune. Ça, c'est la position du PTB. Ouais, alors Fadila Lahanan, emploi précaire, emploi de mauvaise qualité, un cadeau pour les chefs d'entreprise et pas pour les jeunes travailleurs. Votre réponse? Je ne suis pas d'accord. Évidemment, quand vous voyez le nombre, monsieur Dagrin disait, dans certains quartiers, il y a 50% de chômage des jeunes. C'est vrai. Dans ma commune, par exemple à Kuregem, c'est le cas. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à ne pas leur donner d'espoir, de ne pas essayer de les réinsérer d'une certaine façon? La garantie jeune, elle permet justement de remettre ces gens dans le circuit. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Alors, dire qu'il y a concurrence, peut-être, mais qu'est-ce que vous offrez à la place? Rien. Donc moi, je préfère qu'on donne une chance, qu'on offre un stage, une formation ou un emploi à ces jeunes pour les mettre dans le circuit. Alors bien sûr, il n'y a pas de concurrence et je crois qu'il y a d'autres mécanismes. Hein. On va peut-être parler peut-être de la réduction du temps de travail. Je ne sais pas si ça fera l'objet de notre discussion. On va essayer de rester sur des thèmes régionaux, oui, en mais termes de politique d'emploi. C'est aussi un thème régional. Je pense aussi qu'il faut trouver des alternatives au travail. Et il faut aussi pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle. C'est aussi à travers d'autres mécanismes qu'on peut aussi redistribuer le travail. Alors Francis Dagrin, comme Fadila Lahanan vous posait la question, qu'est-ce que vous proposez à la place? Elle disait rien. Moi, j'attends votre réponse maintenant. Donc, ces emplois jeunes, ça coûte très cher. Et l'argent utilisé pour ces emplois jeunes, ces garanties jeunes, il faut l'utiliser pour développer de l'emploi stable. Parce que, et j'ai oublié de le dire, les emplois garantis jeunes, ce n'est pas un emploi garanti. Le mot, il est un peu étrange, parce qu'après un an, le travailleur se retrouve en général souvent au chômage et remplacé par un autre contrat garanti jeune. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'argent utilisé pour ça serve à des plans pour créer de l'emploi. Dans quel domaine, pour que ce soit clair, que les gens comprennent? La base du problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de travailleurs que d'emplois disponibles. Et donc, il faut trouver des solutions pour donner un emploi à chaque travailleur. Et pas organiser la concurrence entre les travailleurs. Et pas exclure les gens du chômage. Je rappelle quand même, le gouvernement Di Rupo, je sais qu'on parle de régions, mais le gouvernement Di Rupo a pris une mesure qui prévoit l'exclusion des chômeurs après leur stage d'insertion. À Bruxelles et en Wallonie, il y en a eu 30 000 qui ont été exclus et maintenant 5 000 sont exclus tous les ans. Donc quand on nous dit que le taux de chômage a diminué,
il faut tenir compte des exclusions. Ouais. Alors Vincent De Waal, vous demain au gouvernement, on entend des critiques parfois acerbes par rapport à cette garantie jeune. Le PS propose de l'étendre à tous et vous garantissez même un emploi après 12 mois, sur base volontaire en tout cas, si j'ai bien lu votre programme. Vous continuez sur cette voie-là ou vous donnez de nouveaux axes? Écoutez, moi déjà il y a 5 ans, j'avais fait des propositions qui n'ont pas été retenues, j'en ai redéposé qui n'ont pas été retenues. Je ne suis pas d'accord avec monsieur du tout quand il dit que le problème c'est qu'il y a plus de travailleurs au chômage que d'emplois. Ça n'est pas vrai, parce qu'à Bruxelles on crée 2 fois plus d'emplois que dans toutes les autres régions et il y a 93 métiers en pénurie à Bruxelles. Le problème c'est la formation des jeunes. Et à cet égard-là, moi j'avais indiqué que si on avait été, nous au gouvernement, ça fait 15 ans qu'on est dehors, on aurait, parce que la politique c'est prendre des décisions, c'est faire plus ceci, moins cela. Je n'ai rien contre la culture, mais quand je vois qu'on met plus de 200 millions dans un bâtiment, uniquement le bâtiment canal pour la culture, 65 millions pour la formation des jeunes, ça je ne comprends pas. Parce que pour moi, il y a une urgence sociale à Bruxelles. On va en parler de la formation, il y aura tout un chapitre consacré à ça. Deux exemples que tu m'as dit ce que je ferais. Ce que je ferais, c'est une activation linguistique, parce qu'il faut savoir que 90% des jeunes chômeurs ne parlent qu'une seule langue. Donc je demanderais que tous les chômeurs doivent suivre un test linguistique pour voir le français, néerlandais, quel est leur niveau. On leur offre alors une formation, mais ils doivent la suivre et ils ne sont pas sanctionnés s'ils ne réussissent pas. Et de même, et je termine, autre proposition, c'était de donner un incitant aux chômeurs qui acceptent une formation dans un emploi en pénurie et une prime pour le suivi des cours, une prime à la fin pour les pousser à occuper des emplois en pénurie. Alors, vous avez brûlé un petit peu les étapes, mais vous avez déjà donné 2 axes que vous voulez développer en termes de formation. Une critique, Rachid Azaoum, 200 millions pour le bâtiment, vous pensez au bâtiment canal, j'imagine 65 millions seulement pour la formation des jeunes. On n'a pas assez investi dans ce secteur, selon vous ? Effectivement, au niveau de la formation, on doit massivement investir dans la formation professionnelle. Alors quand je dis dans la formation professionnelle, évidemment, il y a déjà l'enseignement qualifiant d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a la formation en alternance et la formation professionnelle. Concernant l'enseignement qualifiant, je pense qu'on doit massivement investir aussi dans la partie équipement et aussi améliorer l'offre de formation, parce qu'aujourd'hui, nous avons dans l'offre qualifiant, dans l'enseignement qualifiant, aussi des formations qui sont peut-être plus du tout adaptées au marché du travail. Par exemple, aujourd'hui, nous avons pas mal d'élèves qui suivent des options. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, les travaux de bureau. Il y a beaucoup d'élèves qui suivent des travaux de bureau, mais sur le marché du travail, on ne cherche plus beaucoup de postes de travail comme l'emploi de bureau. Donc oui, il faut investir dans l'enseignement d'un côté et d'un autre côté, faire de la filière en alternance et la formation professionnelle une filière d'excellence. Alors évidemment, ça concerne aussi des métiers technologiques, des métiers d'avenir, des métiers qui peuvent aller dans l'éco-construction, dans l'agroalimentaire durable. Il faut absolument investir dans ces formations professionnelles. Alors, évidemment, ça doit être un axe prioritaire pour la prochaine législature et ça doit faire aussi partie des accords parmi les partenaires sociaux. Ça doit être à l'ordre du jour des prochains mois, des prochaines années. Et donc, pour en faire vraiment une priorité pour nos jeunes, parce qu'effectivement, nos jeunes ont besoin de formation, ont besoin d'intégrer le monde de l'entreprise et aussi de s'épanouir, évidemment. Alors, Cécile Zodogne, quand on entend ce qu'a fait le gouvernement, on voit qu'il y a vraiment un accent très fort qui a été mis sur le chômage des jeunes et d'autres classes sociales et d'autres personnes ressentent une injustice. Les chômeurs âgés, par exemple, que peut-on leur proposer aujourd'hui ? Alors pour des filles, il y a eu certes l'extension à toute première inscription de la garantie, qui n'est donc plus jeune, puisque une femme qui décide de reprendre sa carrière à 35 ou 40 ans peut aussi bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Nous, notre objectif, c'est de faire de cet accompagnement lorsque on revient même au chômage. Donc pas uniquement pour la première inscription, c'est que tout chômeur inscrit puisse bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Je rappelle que c'est aussi un processus d'accompagnement à la formation. Donc il y a vraiment un plan, une sorte de contrat de formation qui est mis en place avec effectivement soit un premier emploi, soit un stage, soit des formations. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Donc ça veut dire qu'on va au-delà uniquement des jeunes, justement, mais pour toute personne qui est inscrite. Ça, c'est un premier axe. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais évidemment,
pour défi, la formation est essentielle. On va y venir dans un instant. Je voudrais qu'on reste sur ce thème de ce qu'on fait pour tous les publics finalement qui sont concernés par cette recherche d'emploi. Donc principalement un accompagnement pour tous et des mesures qui proposent soit un stage, soit une formation, soit un emploi, parce que le métier évolue, il faut absolument effectivement qu'on puisse évoluer aussi dans sa formation. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour cela, il faut que l'on puisse travailler avec les entreprises également. Et donc nous voulons soutenir mieux les entreprises qui accueillent des stagiaires ou des premiers emplois. Parce qu'il ne s'agit pas juste effectivement de leur faire des travaux de ménage éventuellement, mais bien de les aider à développer un parcours professionnel en leur donnant de l'expérience. Alors une réaction par rapport à ça sur tous les publics qu'il faut maintenant cibler et aussi peut-être une explication d'une de vos propositions, Magali Plovy, c'est l'approche territoire zéro chômage, ça ressemble à un bel effet d'annonce, mais comment fait-on concrètement pour avoir zéro chômage dans des zones données de Bruxelles? Et donc c'est ce que je vous ai déjà expliqué juste avant en fait. C'est justement ces expérimentations qui nous permettent de respecter le savoir-faire, les compétences. C'est vraiment pas mettre des gens dans des canevas tout faits. Et ça me permet justement de réagir par rapport aux métiers en pénurie. En effet, on estime qu'il y a un certain nombre de métiers en pénurie. Du coup, on dit, il faut faire des formations pour rencontrer ces métiers en pénurie. Donc, on ne demande pas trop l'avis des gens. On les met un peu dans ces formations sans que ça puisse peut-être répondre à des compétences ou à des envies de travailler là-dedans. Et en fait, on se rend compte, il y a des études qui ont clairement montré que ces métiers en pénurie, pour certains en tout cas, clairement, il y a un problème de conditions de travail. Et donc, on tape sur, dans le cadre de l'accompagnement de la formation, donc on met la pression sur les gens, alors qu'en réalité, si on veut que certains métiers ne soient pas en pénurie, et j'ai vu le reportage aujourd'hui par rapport aux infirmiers et aux infirmières, c'est exactement le problème. Donc. Voilà, mais c'est compliqué parce qu'en même temps, ces conditions de travail sont extrêmement compliquées et qu'à un moment donné, c'est aussi dans la manière dont on travaille et au niveau des conditions de travail. Donc vous renvoyez la responsabilité aux employeurs, si je dis qu'il faut, pour certains métiers en pénurie, il faut en effet travailler sur les conditions de travail. Et je voudrais terminer aussi sur le fait qu'un certain nombre de jeunes et de moins jeunes qui ont des bonnes formations. Ils les ont, les formations. Ils savent pouvoir trouver du travail. Mais il y a de la discrimination à l'embauche. Oui. Et ça mais aussi, il faut travailler. Comment vous allez faire pour avoir des territoires zéro chômage? C'est une formulation qui est utilisée en France, donc, qui permet justement de travailler avec les chômeurs de longue durée pour justement répondre à des besoins qui manquent sur les territoires, donc sur la région, et de voir avec les personnes qui sont chômeurs de longue durée, de pouvoir développer leurs compétences, leur savoir-faire pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc c'est une expérimentation qu'on veut faire pour qu'on puisse justement proposer d'autres types d'accompagnement, mais qui ne doit pas, qui est en plus de ce qui existe déjà et qu'on aimerait évaluer. Oui. Alors une question, Fadila Lahanan, puisque vous proposez cette garantie solution pour tous, et je vois après 12 mois de recherche, il y a une garantie emploi pour tous, ça veut dire que la personne, on s'engage à lui trouver un emploi. Comment est-ce possible ça? Non, c'est la garantie emploi qu'on appelle emploi, mais c'est le même principe que la garantie jeune, c'est-à-dire c'est soit un stage, soit une formation, soit un emploi. On l'a dit, il y a énormément d'emplois qui sont spécialisés. L'offre de formation a d'ailleurs augmenté. Le budget de la formation a augmenté, le nombre de partenaires, le nombre de formations différentes pour justement spécialiser les personnes. Quand on voit l'évolution, on a atteint 20 000 chercheurs d'emploi. Après 12 mois, mise en contact avec la coopérative emploi via Actiris, chargée d'implémenter la création d'emplois à durée indéterminée. Donc c'est tout de même vers une promesse d'emploi. Le but, quand on offre un stage, une formation, c'est pour garantir un emploi à la clé. Et comme on sait que certains métiers ne sont pas suffisamment pourvus parce que les gens sont infraqualifiés, et notamment à Bruxelles, on a un problème de formation des jeunes, mais des moins jeunes aussi, eh bien, on met l'accent là-dessus. Et la politique qu'on a menée au niveau du gouvernement francophone sous la houlette de mon collègue Gozouin, eh bien, c'était vraiment de refinancer le secteur, d'augmenter les partenaires, d'augmenter le nombre de formations pour justement spécialiser les chercheurs d'emploi. Ouais, je vous sens dubitatif, Monsieur De Wolf.
Mais oui, parce que on est quand même toujours à pratiquement 24% de taux de chômage pour les jeunes. Ça n'est pas rien. C'est des milliers de jeunes qui sont là sur le carreau. C'est catastrophique sur le plan social. Et on avait tout le monde avait dit reprenez les programmes d'il y a 5 ans. Depuis 71 mois, Monsieur De Wolf, le taux de chômage diminue. Non, mais maintenant on peut s'interrompre. Parce que vous dites, on peut s'interrompre. Vous dites en fait des choses et donc je dis il y a une diminution du taux de chômage et depuis 71 mois, ça vous fait peut-être râler de le savoir, mais je dis que c'est insuffisant. Si vous comparez 23 à 16 et à 6, il y a un vrai problème. Oui, et en même temps, regardez le nombre de formations, on arrive à 20 000 chercheurs d'emploi distincts qui sont formés dans nos entreprises de formation. C'est normal, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans que le Parti socialiste domine les gouvernements bruxellois. Ça fait 30 ans que la pauvreté progresse à Bruxelles. Un enfant sur 4 naît dans un ménage dans la pauvreté et 1 sur 3 dans la précarité. Ça, c'est des chiffres. C'est à cause des mesures du fédéral, ça, c'est des chiffres. Ah, c'est facile. C'est très facile. Ce sont les mesures du fédéral qui ont précarisé les gens. On avait tous dit, la main sur le cœur, on va revaloriser l'enseignement technique professionnel. C'est une vraie possibilité. Bon, j'ai été voir des jeunes qui sont dans des athénés en Flandre qui apprennent à monter des voitures à Audi-Forêt. J'ai été voir ces gens dans Audi-Forêt. Là, au bout du chemin, ils ont un emploi garanti qui est là, qui les attend. J'ai dû me battre avec la communauté française, ma chère collègue, parce que je voulais ouvrir et je termine par là, dans notre enseignement. Oui, mais c'est un exemple concret important. Il me semble qu'aujourd'hui, savoir réparer des vélos et des vélos électriques, c'est évidemment porteur. Donc j'ai voulu ouvrir dans une école technique à Etterbeek une filière vélo. Il a fallu se battre avec la communauté pour l'obtenir. On a réussi à l'ouvrir, il y a une file d'attente au niveau des élèves. Ça seront des vraies solutions. Ouais, Fadila Lahanane, une réponse par rapport à ces critiques sur l'inadéquation entre certaines offres de formation et les réalités de terrain. Et tout de suite après, on parlera formation. Donc mais justement, je pense que dans ce gouvernement-ci, sous cette législature-ci, on a justement augmenté l'offre, augmenté le nombre de partenaires et on arrive à former 20 000 chercheurs d'emploi dans des formations qui sont spécialisées et dans des métiers en pénurie. Alors, si vous le voulez bien, on continue le débat sur la formation dans un instant, puisqu'on a demandé aux Bruxellois que nous avons rencontrés si les formations étaient suffisantes, si on pouvait mieux faire. Écoutez leurs réponses. Pour moi, les formations, c'est plutôt pour changer ou chercher quelque chose de mieux. Le problème, c'est que souvent, je pense que comme ce marché est très très varié, très diversifié, il faut que les étudiants aient le sens de l'effort aussi et suivent les formations qui sont proposées. Et donc, il y en a beaucoup. Et ils ne savent pas toujours laquelle choisir aussi. C'est bien de faire des formations, mais ça ne sert à rien au final. C'est pas ça qui va servir à créer de l'emploi de toute façon. Il y a des jeunes qui veulent des formations qui sont saturées. Par exemple, je sais qu'à un certain moment, il y avait bon nombre de jeunes qui voulaient des formations de chauffeurs routiers parce que le boulot était là quasiment. Mais la formation, l'offre qu'il y a pour ces jeunes, elle est limitée à très peu de jeunes. Ce qui fait qu'ils doivent attendre et puis ils n'ont pas la patience. Et puis il y a beaucoup de formations qui sont, ils sont un peu désuètes et puis qui ne correspondent pas entre guillemets à la demande. Voilà, des formations désuètes qui ne correspondent pas à la demande. Ça pose tout de suite la question. C'est à vous que je vais la poser, Cécile Jodonne, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Et je parle de votre programme où vous dites effectivement qu'il faut réorienter certaines formations pour mieux les adapter aux métiers en demande sur le marché du travail, aux métiers en pénurie. Ça n'a pas été assez fait sous cette législature. Alors, je pense qu'il faut quand même avant tout dire que ces 5 dernières années, il y a énormément de choses qui ont été soit réorganisées, soit créées, soit un petit peu dépoussiérées, et avec une chose essentielle, et c'était une volonté très forte des filles et du ministre Gauzoin, c'était d'allier formation et emploi. Le fait qu'un seul ministre s'occupe de la formation et de l'emploi était essentiel pour nous et ça a fait ses preuves. C'est donc vraiment effectivement se dire que la formation, elle doit être organisée en fonction de l'emploi. C'est pour ça que j'insistais aussi sur le partenariat avec les entreprises. Alors les formations professionnelles, elles peuvent évidemment, donc on parle de formation après l'enseignement, parce que oui, on peut revenir sur l'enseignement technique et professionnel, mais c'est la communauté française. Si on reste au niveau de ce que la région préfère, les formations en alternance, les
les différents types de formations, contrats d'insertion ou aussi d'autres formations, qu'elles soient au niveau de Bruxelles Formation ou au niveau du SFPME, donc le service francophone petite moyenne entreprise qui offre des formations aussi, c'est essentiel. C'est apporter une expérience et un métier aux jeunes ou aux moins jeunes. Et c'est comme cela qu'on doit travailler. On doit pouvoir mettre le plus vite possible les jeunes ou les chercheurs d'emploi dans une situation d'emploi et donc d'être dans le concret au niveau des formations. Donc nous, notre volonté, c'est de mettre cette fois-ci, si nous avons encore cette compétence, vraiment la formation en alternance au cœur du système. Francis Dagrin, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Cécile Jodogne sur la question de la formation? Non, pas vraiment. Donc, tout d'abord, sur le thème formation, on doit tenir compte qu'aujourd'hui, 1 jeune sur 3 qui quitte l'école n'a pas de diplôme. Exactement. Donc, il faut absolument investir plus dans l'enseignement. Il faut aller à la source du problème. Ça, c'est un aspect. Je pense qu'effectivement, vous faites l'unanimité sur cette proposition. Mais ça, c'est la communauté française. Oui, mais j'espère que les investissements vont arriver. On vous a bien compris. Alors, sur le thème formation, je voudrais aussi expliquer que je travaille depuis 35 ans dans l'industrie et j'ai vu une évolution. La formation, maintenant, la formation technique, maintenant, est reprise en main par des organismes comme Acteris. Donc l'État ou la région finance la formation dans les entreprises. Alors qu'avant, c'était les entreprises qui formaient les métiers techniques. On commençait bas dans l'entreprise et puis on terminait jusque manager d'entreprise. Tout ça a disparu. Sur le thème formation, je voudrais vous expliquer un petit truc. On a parlé tantôt des métiers en pénurie. Donc, syndicalement, je dois de temps en temps consulter la liste des métiers en pénurie parce que ça a un rôle au niveau syndical pour les congés éducation. Alors, la dernière fois, j'ai failli tomber sur mon cul. Heureusement que j'ai le coccyx solide. Quand j'ai vu qu'on a mis sur la liste des métiers en pénurie opérateur de call center. Donc on sait ce que c'est, opérateur de call center. Ce sont des gens qui doivent téléphoner toute la journée, ils sont chronométrés, à des personnes qui n'ont vraiment pas envie de répondre au téléphone. Ils ont une pression du travail énorme, ils sont mal payés, et ces travailleurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Après un certain moment, ils quittent cette entreprise. Et que fait Acteris? Ils mettent la fonction d'opérateur de call center sur la liste des métiers en pénurie. Je ne sais même pas si c'est un métier, call center. Oui, alors, pour doper l'offre de formation, pour que ce soit mieux en adéquation avec le monde du travail, quelles sont les solutions que préconise le PTB pour qu'on en vienne à vos propositions? Donc, les métiers en pénurie, il faut absolument que les employeurs prennent cette responsabilité de former les gens. Ça ne doit pas être à la collectivité à payer les formations. Là-dessus, nous sommes d'accord. Ah ben voilà, une fois de plus, c'est la deuxième fois que PTB et MR sont d'accord sur une mesure dans ces débats. Rachid Azaoum, dans votre programme, on voit pourtant effectivement qu'il faut assurer l'orientation des demandeurs d'emploi en priorité vers ces formations qui permettent de répondre aux pénuries de main-d'œuvre, quelle que soit la qualité de l'emploi proposé. Effectivement, dans notre programme, la formation professionnelle est une priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vers les métiers en pénurie, essentiellement, quand je lis votre programme, et je l'ai bien lu. Non, il y a 2 axes, il y a absolument 2 axes dans le programme. Il y a d'un côté, effectivement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc, on veut absolument augmenter aussi les moyens de Acteris de pouvoir suivre individuellement et faire un suivi personnalisé pour chaque demandeur d'emploi à partir du moment où il est inscrit. Je pense qu'on doit investir en ressources humaines chez Acteris. Alors, évidemment, dans les publics, il y a différents publics. Dans les demandeurs d'emploi, il y a effectivement un public qui n'est pas qualifié, qui est sans formation et sans diplôme. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y a une inadéquation sur le marché de l'emploi. Il y a d'un côté les métiers en pénurie, on vient d'en parler, mais il n'y a pas que les métiers en pénurie. Il y a aussi d'autres métiers qui demandent des qualifications et des compétences. Alors, l'orientation de Acteris doit évidemment guider ces demandeurs d'emploi vers l'une ou l'autre filière en fonction du profil du demandeur d'emploi. Et aujourd'hui, la partie de la formation professionnelle et de l'alternance a un problème d'image. Oui, mais pour vous, pour que ma question soit plus précise, est-ce qu'il faut orienter
prioritairement les formations vers les métiers en pénurie? Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, je veux dire, pour les personnes qui n'ont pas du tout de travail, plutôt que de rester comme demandeurs d'emploi, il faut les orienter effectivement vers les emplois qui sont en pénurie. Aujourd'hui, on a des entreprises qui recherchent de la main-d'œuvre. Et comme on n'en trouve pas à Bruxelles, on doit parfois aller les chercher à l'étranger. C'est quand même pas normal. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une ville qui a besoin de travailleurs. Et évidemment, c'est le rôle aussi de Actiris de guider les demandeurs d'emploi en fonction de leur profil, de leur formation, et de les guider soit vers les métiers en pénurie. Aujourd'hui, par exemple, pour les métiers en pénurie, les métiers manuels, on a un déficit en métiers manuels énorme. On a besoin de ces métiers. Alors, ce sont des métiers très souvent dans lesquels le travailleur a une très bonne rémunération, contrairement à ce qu'on croit. Avoir un métier manuel aujourd'hui, que ce soit un plombier, que ce soit dans d'autres secteurs, parfois ça touche mieux que d'avoir un travail derrière un bureau. Magali Plovy, oui. Sur le sujet, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur l'importance de centrer ces formations sur les métiers en pénurie? Je pense que vous imaginez bien que ce n'est pas le cas. Par contre, je pense en effet qu'on doit voir de manière globale la question de formation et de l'emploi, ça a été dit. Et pour nous, on a vraiment tout un travail à faire par rapport à l'emploi. Pour répondre à nos obligations en termes d'environnement, et on sait qu'il y a vraiment des enjeux énormes en termes d'isolation des bâtiments, en termes de mobilité, mais aussi par rapport à tous les enjeux sociaux que Bruxelles a, donc d'aide aux personnes, au niveau de la santé, de l'éducation, etc. Et donc, là, il y a une manne d'emplois qui va être créée, qui n'existe soit pas encore ou que l'on veut beaucoup plus créer. Il y a un rapport en France qui montre que la transition, qui est importante pour nous, elle permettra de créer 1 million d'emplois. Et donc, c'est important qu'on puisse répondre à ça. Et donc, plutôt que de parler de métiers en pénurie, moi, au contraire, je veux qu'on puisse associer tout le secteur de la formation avec justement cette transition qui est importante et justement d'essayer de former des personnes, de les orienter ou de réorienter parce qu'il va y avoir des métiers aussi, on sait qu'il va se mettre, va terminer, s'arrêter et il faut absolument que les travailleurs le plus vite possible, même anticipativement, qu'on puisse les aider vraiment à se réorienter vers des métiers que l'on sait qui vont être d'avenir et qui seront bons pour l'environnement, bons pour les besoins de notre société. Alors, Fadila Lahanan, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Magali Plovy sur ce thème-là? Parce qu'une autre critique qu'on entend régulièrement, c'est que pour certaines formations, les délais d'attente sont très très longs et le nombre de places est limité. C'est ce que disait d'ailleurs un des intervenants que l'on a rencontré. Moi, en partie, je suis d'accord avec Magali Plovy lorsqu'elle parle effectivement des métiers de l'avenir et de la transition écologique. Effectivement, il y a plein de choses qui vont se développer et qui vont entraîner une demande de travail. Mais moi, contrairement à M. Azaoum, je ne suis pas pour la contrainte. Je pense qu'il faut mettre plutôt... Moi, je n'ai pas dit que c'était parce que vous avez parlé de métiers en pénurie. Moi, je voudrais plutôt qu'on parle orienté prioritairement. Voilà. Non, orienté prioritairement. Et moi, je voudrais plutôt qu'on mette... vous pourrez répondre, mais je voudrais terminer. Très longtemps. Je vais vous laisser parler. Je voudrais plutôt qu'on parle de l'incitant financier que l'on doit mettre en place pour les formations. Et donc, on sait qu'un chômeur qui gagne 1000 euros quelque chose, eh bien, c'est d'offrir une prime pour la formation qui serait de 420 euros défiscalisée et qui permettrait en fait aux chômeurs... Pas du tout. C'est dans notre programme, vous n'avez pas lu notre programme, M. Delors. Arrêtez, on a déposé ça il y a 3 ans, vous n'avez pas voté. Alors, attendez, et donc, ça permettrait en tout cas d'inciter les demandeurs d'emploi à se former dans des métiers nouveaux, sans doute, et surtout aussi peut-être dans des métiers en pénurie, mais surtout avec un vrai accompagnement individuel de chaque demandeur d'emploi. On vous laisse... attendez, on laisse répondre Vincent De Wolf, et puis je vous donne la parole pour clarifier votre propos. Vous êtes en avance sur le temps de parole, Vincent De Wolf, donc je vous demanderai d'être bref. Oui, mais donc très simplement là-dessus, nous avons, on peut le prouver, on a déposé au greffe parlementaire avec les cachets, etc., une ordonnance qui avait pour but de prévoir un incitant financier pour ceux qui volontairement allaient vers une formation d'un emploi en pénurie, une prime à l'inscription, une prime à la fin de la formation. Ça a été rejeté avec dédain par la majorité actuelle du gouvernement. Et moi, j'ajoute simplement que ce qu'il faudrait faire aussi chez Actiris, c'est un coaching non pas
quantitatif, mais qualitatif. Prendre le temps d'avoir des formateurs, des assistants sociaux, prendre le temps d'écouter les personnes, de voir dans leur cœur où ils vont être bons et vraiment les orienter vers ce qui permettra à ces personnes de s'épanouir. Ça ne se fait pas, on fait de la quantité et pas de la qualité. Alors, brièvement, précisez votre propos sur cette priorité de formation au métier de... Donc, j'avais commencé mon intervention en vous disant que dans le programme, il y avait 2 axes. Dans l'accompagnement, c'était d'un côté les métiers en pénurie, parce qu'ils sont là, c'est des emplois, et d'un autre côté, c'était les métiers de demain, et c'est ça que je voulais préciser. Donc, entre-temps, évidemment, on vient de l'expliquer, mais les métiers technologiques, les métiers numériques, les métiers qui ont trait à tout ce qui concerne la transition écologique, évidemment, c'est le deuxième axe de notre orientation en termes d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Voilà, comme ça c'est clair, vous avez précisé. Cécile, je donne sur le temps nécessaire parfois pour obtenir une offre de formation. Est-ce que là, il y a des efforts à faire ou pas? Alors, il y a évidemment, si on peut avoir plus de moyens pour multiplier les formations et les orienter vers les métiers de demain, parce que c'est essentiel, non seulement la transition écologique, mais aussi la transition numérique. Oui, c'est un choix politique, parfois donner des moyens. Donc, alors, les moyens du gouvernement bruxellois ont été quand même assez fort orientés vers tout ce qui était emploi-formation. C'est un des secteurs qui a le plus bénéficié d'augmentation. Et c'est très bien ainsi, et j'espère que cela pourra continuer. Je voudrais simplement dire qu'effectivement, il faut aussi pouvoir évaluer ces formations, et donc être, en effet, de se dire, OK, il y a peut-être des formations dont il faut diminuer le nombre, ou éventuellement même faire disparaître. Mais je voudrais rajouter que si la formation est essentielle, et la formation en alternance pour nous une priorité, il y a d'autres choses qui vont permettre de mettre à l'emploi plus rapidement. Il y a par exemple la certification des compétences pour qu'il y ait une meilleure percolation entre les différents types de formations, que et l'employeur et le travailleur puissent s'y retrouver dans toutes les formations et sachent qu'il y a une équivalence et des correspondances là-dedans, mais il y a aussi la validation des compétences. Et c'est très important. Le nombre de personnes qui ont acquis des compétences sans nécessairement avoir un diplôme certifiant, il faut pouvoir le reconnaître et qu'il y ait une validation officielle de ces compétences qui leur permettent d'aller vers leur employeur en disant « Oui, je corresponds au profil que vous recherchez ». C'est important et très important aussi pour toutes les personnes qui arrivent de différents pays où il n'y a pas nécessairement la même équivalence et donc qui puissent faire valoir leur formation, que ce soit un médecin qui vienne de Syrie par exemple, c'est essentiel également. Donc cette validation des compétences, et on a multiplié par 4 ou 5 le nombre de validations de compétences. Donc c'est toutes des choses qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Il faut encore l'accélérer et ça veut dire aussi qu'il faut travailler encore plus avec... Ça, c'est le seul... non plus, on n'a pas été assez vite. C'est le seul domaine. C'est ce que dit Vincent De Wolf. Vous êtes du même avis, l'équivalence des diplômes, si je peux terminer, l'équivalence des diplômes est le seul domaine où effectivement il y a eu très peu d'avancées parce qu'il y a un souci au niveau de la communauté française. Mais donc là, au niveau des validations des compétences, on est maintenant à 80 métiers reconnus et il en faut encore plus, donc on doit poursuivre le travail. Oui, très rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole, parce que par rapport à la certification et dans la formation en alternance, on doit aussi permettre à l'issue des formations de donner une certification qui puisse permettre aussi d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est dans un débat où on l'a dit, effectivement. Ce sont des passerelles supplémentaires qu'il faut aussi pouvoir créer. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant du soutien aux entreprises, et c'est à vous que je vais donner la parole, Magali Plovy. C'est vrai qu'il y a des aides publiques qui sont prévues pour aider les entreprises à créer de la croissance et à créer de l'emploi également. À quoi faut-il subordonner ces aides selon vous? À quelle obligation doit s'engager l'entreprise pour obtenir ces aides? Alors d'abord juste, je tique sur il faut de la croissance, etc. Je pense qu'il faut surtout créer des emplois qui soient respectueux évidemment des défis climatiques et de la limitation dans lesquelles on vit. Ça, je crois qu'on vous a bien compris. C'est important quand même. Mais donc, en effet, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des aides. Ben, pour l'instant, les aides, on voit qu'il y a peu de contrôle ou pas assez de contrôle, pas assez d'évaluation par rapport à ces aides. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pouvoir miser sur les aides
pour les métiers qui vont permettre justement la transition, donc c'est ce que je viens de dire précédemment. Donc il y a des effets d'aubaine pour les entreprises, elles profitent de certaines aides sans vraiment avoir d'obligations. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir une évaluation très claire par rapport à l'accompagnement, comme je disais, mais aussi aux aides à l'emploi. Il faut faire ces évaluations et il faut pouvoir vraiment, par contre, les orienter vers ce qui va permettre de faire la transition, donc de répondre à nos obligations d'économie décarbonée 2030-2050, mais aussi les besoins de au niveau sociétal. Donc des obligations environnementales, si je vous entends bien. Et sociétales aussi, hein, bien, je le dis toujours, l'aide aux personnes, la santé, tous nos services non marchands doivent être aidés, et j'insiste sur la qualité de l'emploi. Avoir un statut correct, avoir ce qu'on n'a pas par rapport à ce qui a été mis en place au niveau du fédéral, où c'est le job à tout prix, sous n'importe quelle condition, et ça, évidemment, il faut absolument éviter. Alors, job à tout prix, c'est une critique récurrente qu'on fait au MR. Monsieur De Wolf, une réponse rapide sur ce sujet? On le fait envers le MR, on ne le fait pas au MR. Mais donc, au sein du MR. Mais donc, allez, il faut rester sérieux quand même. Je sais bien que j'ai représenté durant toute cette législature le seul parti francophone qui n'était pas au gouvernement, donc tout ce qui vient du fédéral est mauvais. La réduction des cotisations sociales pour les entreprises, c'est nous qui l'avons fait. La zéro cotisation pour le premier emploi, c'est nous qui l'avons fait. Et Mme Plovy devrait partir en séminaire avec M. Vandenburg, parce que moi j'ai été avec lui dans des débats sur l'UCM, sur les sociétés, sur les classes moyennes. Gilles Vandenburg qui est candidat écolo. Le discours n'est pas le même du tout. Alors, donc il faudrait essayer d'un petit peu régler vos fréquences, parce que aller dire devant les entreprises, on a les meilleures défenseurs d'entreprise. Alors double discours d'écolo, ça ne va pas. C'est totalement dans notre programme. Je crois que vous l'avez lu et vous avez dû voir en effet qu'on n'était pas favorable à Je dis simplement que ce gouvernement, il a réduit les cotisations, il a supprimé des cotisations, il a créé de l'emploi, il a permis à l'ORECA d'avoir 360 heures gratuites et les flexi-jobs, et puis aussi... On ne va pas faire un débat fédéral sur les politiques d'emploi, sinon on met en cause le fédéral, je réponds. Oui, mais vous avez répondu. Francis Dagrin, par rapport à ces aides aux entreprises qu'il faudrait mieux cibler, quelle est la position du PTB sur cette question? Oui, donc les entreprises reçoivent aujourd'hui énormément de cadeaux de l'État. Ça se compte en milliards. Le gouvernement actuel, et effectivement... Donc des différents gouvernements, de l'État fédéral, mais des gouvernements régionaux aussi. Les réductions d'impôts sur les entreprises, les réductions sur le précompte professionnel pour les travailleurs qui travaillent en équipe. Il y a aussi les subsides aux formations, on vient d'en parler. Le gouvernement d'avant avait aussi donné énormément de cadeaux. On parle de plus de 8 milliards de cadeaux aux entreprises. Et combien d'emplois ont été créés? Très peu. On parle de 30 000 pour le gouvernement actuel. C'est très très peu. Chaque emploi a coûté une fortune. Oui, on ne va pas faire une bataille sur les chiffres du nombre d'emplois créés, sinon ça va nous prendre à nouveau, ça va nous prendre à nouveau une dizaine de minutes. Sur vos propositions, alors pour effectivement aider ces entreprises à créer de l'emploi, à quelles conditions? Donc on voit que toutes ces aides que je viens de lister ne garantissent pas l'emploi. Je vais donner l'exemple de l'usine Lipton. Oui, mais je voudrais que vous en veniez à vos propositions. Je veux donner l'exemple de l'usine Lipton à Forêt, qui a eu des subsides, qui a eu les réductions d'impôts, qui a eu les réductions d'ONSS. Et la multinationale, Unilever, a décidé de délocaliser l'usine Lipton dans les pays de l'Est. Vous êtes sur le constat, M. Dagrin, vous êtes sur le constat, je voudrais entendre vos propositions, s'il vous plaît. Donc, nos propositions, ce n'est pas d'aider les entreprises. Donc, sur le thème des aides, les entreprises reçoivent aujourd'hui plein d'aides. Je viens de donner l'exemple... C'est de fermer les entreprises. Je viens de donner l'exemple de Lipton qui, malgré les aides, veut fermer son entreprise. La position du PTB, c'est qu'une entreprise qui a reçu des subsides, des aides et des réductions d'ONSS, etc., qui décide de diminuer l'emploi, d'effectuer des licenciements collectifs, rembourse les aides qu'ils ont touchées. Ces entreprises qui font des bénéfices doivent arrêter de licencier de façon collective. Et si je vous comprends bien, pour le reste, plus de soutien aux entreprises, si je vous ai bien entendu, ou alors différemment. Il n'est pas nécessaire de donner des subsides aux entreprises. Pourquoi culpabiliser sans arrêt les chômeurs? Pourquoi culpabiliser les travailleurs? Moi, je culpabilise les entreprises. Mais comment vous allez créer de l'emploi? Ça, on aimerait bien savoir. Ouais. Donc, au niveau de très rapidement, pour ne pas... Une réponse rapide, parce qu'on doit encore donner la parole à d'autres personnes. Donc, au niveau de l'emploi, au PTB, on a plusieurs pistes. Il y a tout d'abord
le secteur public doit faire un effort et donner l'exemple. Donc que ce soit en matière d'emploi, mais aussi en matière de discrimination. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a un nom qui n'est pas un nom d'origine belge sur sa carte d'identité, on est victime de discrimination. Voilà, je vais devoir vous arrêter, hélas, pour donner la parole à d'autres. Fadila Lahanan. Par rapport aux cadeaux, c'est le mot qui a été cité par le PTB, des cadeaux aux entreprises. Moi, je pense qu'il faut inciter les entreprises à engager des personnes, des demandeurs d'emploi, dans des zones dont le taux de chômage est égal ou supérieur à la moyenne régionale. Et nous faisons d'ailleurs le même exercice, M. Davrin disait, par rapport à la fonction publique. Nous faisons la même chose en offrant et en donnant des primes aux entreprises, aux OIP bruxelloises et aux administrations bruxelloises, pour autant qu'elles engagent des personnes qui sont issues des organismes d'intérêt public. C'est ça, des organismes d'intérêt public, oui, on jargonne trop, effectivement. Et donc, c'est vraiment important de savoir qu'on met des incitants au niveau des entreprises, mais aussi de nos administrations. Et là où je ne vous rejoins pas, sur les discriminations, dire qu'aujourd'hui nos administrations ne sont pas quand même le reflet de notre paysage citoyen bruxellois, c'est faux, monsieur. Il faut vraiment aller vérifier. Enfin, moi, j'ai la fonction publique dans mes compétences et on ne fait pas de discrimination sur le nom. Mais c'est sûr qu'on travaille beaucoup parce que beaucoup de personnes sont infraqualifiées. Et donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, on demande aussi à nos entreprises publiques, à nos administrations, d'être exemplaires, d'être un exemple pour les entreprises privées, pour leur dire, voilà, nous faisons le job. Ça se fait beaucoup. Voilà. Et je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui. Oui. Vous avez dépassé votre temps de parole, donc je suis désolé. Oui, sur le thème des discriminations à l'embauche, donc effectivement le secteur public doit donner l'exemple. Mais maintenant, il faut penser à sanctionner le secteur privé très rapidement. Oui, très rapidement, parce que je voulais quand même qu'on fasse une distinction entre les grosses entreprises qui délocalisent, qui prennent les aides en effet de l'emploi et où il y a un problème, et les petits, les PME, les indépendants, qui eux vont pouvoir créer de l'emploi de qualité, et en tout cas il faut le vérifier, mais c'est ce qu'on veut, et non délocalisables, et qui peuvent répondre aux besoins de Bruxelles, et pour lesquels il faut vraiment pouvoir les aider, les protéger par rapport à un certain nombre de choses et en les soutenir. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à la transition qu'on veut mener. Alors, Rachid Azaoum, vous qui êtes chef d'entreprise, les mains dans le cambouis, comme on dit, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour mieux aider les entreprises à créer de l'emploi dans des secteurs porteurs ou dans d'autres secteurs? Aujourd'hui, je pense que la priorité pour les entreprises, c'est de travailler sur la fiscalité qui pèse sur le travail. Donc évidemment, il y a un travail qui a déjà été fait lors des dernières années, mais il faut continuer ce travail-là. Et donc, nous préconisons de réduire la fiscalité sur les bas salaires. Oui, et sur les instruments qui sont à disposition de la région, puisque là, on est plus dans un mécanisme fédéral. Donc, sur les mécanismes de la région, je veux dire, la région met en place quelques mécanismes de primes et de subsides à l'investissement qui existent déjà depuis pas mal d'années. Alors, par rapport à tous ces mécanismes qui existent, ce qu'il faut faire, c'est les réévaluer en permanence, parce qu'on est dans un monde qui évolue, qui change, et donc il faut évaluer toutes ces mesures qui sont mises en place. Donc, ce qu'il faut faire surtout aussi, c'est simplifier. Il faut apporter une simplification administrative au niveau des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, pour une demande de subside, c'est pas toujours évident pour une entreprise de pouvoir introduire et d'obtenir le subside quand on investit dans un nouvel établissement. Donc, il faut aller dans la simplification d'une part, et d'autre part aussi mieux communiquer. Et alors, il y a aussi une politique d'investissement importante qu'il faut faire dans certains secteurs. Le secteur des transports en commun, c'est un secteur dans lequel on doit investir. C'est un secteur qui peut aussi créer de l'emploi. Des secteurs aussi de tout ce qui concerne les réseaux d'énergie. Et alors, évidemment, toute la transition numérique et énergétique dont on a parlé tout à l'heure. Vincent de Wolf, dans votre programme, je vois un point qui est rationaliser et simplifier les acteurs de l'emploi. Il y en a beaucoup trop, selon vous, quand on vous lit dans votre programme, et ça entraîne une certaine confusion, si j'ai bien. Des efforts ont été faits et une avancée a eu lieu. Nous, on estime qu'il faut aller effectivement plus loin et qu'il faut prendre le symbolisme du guichet unique, y compris d'ailleurs pour les entreprises. Aujourd'hui, quand une entreprise communique, c'est ce qu'on appelle le only ones, quand une entreprise communique des données informatiques à quelque niveau de pouvoir que ce soit, eh bien, souvent, l'entreprise doit recommander
commencer au niveau régional, au niveau communautaire, au niveau fédéral. Nous, on pense qu'il faut le faire une fois, que c'est à l'administration, dans une Smart City, à communiquer à l'ensemble des fonctionnaires de tous les niveaux de pouvoir, toutes les informations. Une fois, ça suffit. Je crois aussi que quand on fait une demande de subside, par exemple, et qu'il n'y a pas de réponse dans le délai qui est prévu, eh bien, au lieu que ce soit un refus, ça doit être une acceptation. Il faut pousser l'administration publique vers la qualité et vers une main tendue et changer la mentalité aussi par rapport à l'entreprise. Un service public, c'est un service au public. Pas prendre toujours l'entrepreneur ou le commerçant comme un fraudeur, mais au contraire l'aider à respecter les réglementations. Sur ce point-là, sur cette simplification, sur cette rationalisation. C'est ce que nous faisons. Je vous ai interpellé très souvent. L'agence ici Bruxelles, allez, au niveau de la région, puisque notre compétence, elle est régionale. Quel travail on n'a pas réalisé au niveau de l'agence pour pouvoir simplifier au niveau des cahiers de charges, enfin des marchés publics. Vous avez fait, que ce mais attendez, pas fait. Alors maintenant, je pense que là où je peux vous rejoindre, c'est sur le fait qu'il faudrait une coopération et des accords de coopération avec le fédéral et avec les autres entités pour justement élargir le spectre. Mais dire qu'on n'a pas simplifié à Bruxelles, là c'est vraiment faux, Monsieur De Wolf. Allez, Cécile Jodogne. Bon, je pense rapidement parce qu'il reste moins de 40 Il était vraiment secondes. très important de remettre au cœur du débat ici sur l'économie bruxelloise, sur les PME et même les TPME. Je pense que c'est là qu'est l'enjeu pour le développement et le dynamisme économique de notre région. Je voudrais dire aussi que le dynamisme économique de la région, c'est-à-dire des entreprises en bonne santé, qui peuvent employer et qui créent de la richesse, c'est essentiel aussi pour le développement global de notre région. Vous savez, le développement durable, c'est 3 piliers. C'est l'économique, le social et effectivement l'environnement. Et il faut un équilibre entre les trois. Donc oui, on doit soutenir nos entreprises. Oui, il y a des simplifications encore à faire, mais on en a déjà fait pas mal. Et le guichet unique, il existe pour tout l'accompagnement des entreprises maintenant, et ça s'appelle Hub Brussels. Il faut soutenir aussi l'esprit d'entreprendre et la liberté d'entreprendre. C'est aussi essentiel. Et là aussi, il faut des soutiens spécifiques par rapport à ça. Et enfin, promouvoir l'entrepreneuriat du 21e siècle. On a déjà cité tous les éléments essentiels pour faire de Bruxelles une économie dynamique au service de ses citoyens. Voilà, et qui respecte ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir assisté à ce débat, même si vous souhaiteriez encore prendre la parole. Hélas, les 55 minutes imparties à ce débat sont terminées. Vous en parlerez juste après le générique ensemble. Nous, on se retrouve demain pour un autre débat. On parlera climat demain. À demain, donc.